Oui, bien sûr. On t'écoute. Du coup, je vérifie si on m'entend ou c'est bon? Oui, donc moi, je suis docteur Émile Clotte, je travaille à la Tour de Gassy, qui est un centre de rééducation qui est à Bruges, au nord de Bordeaux. Donc, je suis là pour vous parler un peu de mon métier et puis de ce qu'on fait, nous, pour les patients amputés qui nous sont confiés. Ah oui, la caméra qui est arrêtée. La caméra qui est arrêtée. La caméra qui est arrêtée. Tout le monde la caméra. C'est bon. Ah, voilà. Oui, on fait un film. Donc, voilà, le petit plan rapide sur ce que c'est qu'un médecin de médecine physique et de réadaptation, ce qu'on fait pendant l'hospitalisation de rééducation et notamment les infections de moignons, les prothèses, et on va parler un peu de réadaptation à la fin si on a du temps, sachant que normalement je l'ai une demi-heure. On a le temps. On a le temps. Alors, tu m'as dit, passer par en scrollant. Voilà, donc c'est un métier pas très connu, mais la médecine physique et de réadaptation, c'est une spécialité à part entière. Dont le nom évolue régulièrement, puisqu'avant ça s'appelait rééducation fonctionnelle, maintenant on dit médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, sachant que la dénomination change, puisque maintenant on va s'appeler Centre de soins médicaux et de réadaptation, SMR. Ça, c'est dans le nouveau décret qui sort cette année. Et donc moi, j'ai en plus un DU d'appareillage des personnes handicapées. Donc, je travaille dans un centre qui est à Bruges, avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, je vous ai mis un peu tous les membres de l'équipe, avec donc kiné, ergothérapeute, assistante sociale, psychologue, psychiatre bien sûr, diététicienne, moniteur à activité physique adaptée, infirmière aide-soignante. Et puis bien évidemment, on a un atelier intégré d'appareillage pour faire les prothèses. Et on travaille par convention avec un moniteur d'auto-école. Donc les amputations et infections, donc on en voit quand même beaucoup. Il y a beaucoup de patients amputés pour des problèmes infectieux, donc que ce soit dans le cadre d'une artériopathie oblitérante avec une gangrène par exemple. Et puis le cas le plus classique, c'est le patient diabétique type 2 qui a son mal perforant plantaire à cause de sa neuropathie, qui fait son ostéite chronique, et donc qui se retrouve amputé au niveau transtibial en général. On a aussi beaucoup de pseudarthrose septique, donc des patients qui ont eu des traumatismes des membres inférieurs avec souvent fracture ouverte. La fracture ne consolide pas parce qu'il y a une infection, et puis malgré les prises en charge, eh bien, ça ne permet pas de guérir les patients. Et le seul moyen de les guérir dans leur infection, c'est de faire l'amputation. On a aussi quelques infections sur matériel, notamment les infections sur prothèse totale de genou, qui sont quand même pas si rares que ça. Et puis, en général, les patients qui ont des cancers, qui sont amputés pour cancer, en général, n'ont pas trop de problèmes infectieux. Donc, mon travail à moi, c'est, si possible, rencontrer les patients avant l'amputation, ce qui est souvent le cas dans les contextes sceptiques, comme ça. L'important étant de donner de l'information, de discuter un peu sur les résultats qu'on peut éventuellement obtenir, ce que c'est qu'un appareillage, combien de temps ça va durer, sous quelle forme, etc., etc. Et une fois que les patients sont amputés, de juger du bon moment de l'hospitalisation, puisqu'il faut à la fois tenir compte des durées de séjour, donc qui ne doivent pas être trop longues, des délais de cicatrisation, des possibilités de prise en charge, parce qu'on a souvent des listes d'attente. Donc, dans l'idéal, c'est d'essayer d'organiser l'attente avant le centre, avec éventuellement un retour à domicile, ou bien un passage dans un SSR polyvalent si c'est nécessaire. Pendant le séjour, mon travail, c'est de m'assurer que les soins sont faits de meilleure qualité. Donc, nous, on a une partie très médicale dont je vous parlerai, et puis on a un vrai travail aussi de coordination avec l'équipe pluridisciplinaire. Et puis, on essaie d'organiser le plus rapidement possible ce qui va se passer après le centre, donc le retour à la vie quotidienne, avec donc, est-ce que le domicile est adapté, est-ce qu'il faut régulariser le permis de conduire, etc. Ce qui est important dans ce type de contexte, notamment les pseudarthroses septiques et les infections sur matériel ou les infections de prothèses de genoux, c'est de savoir si éventuellement on peut aller chercher des indemnisations. Donc, le cas classique, c'est le tiers responsable. Donc, c'est-à-dire qu'un patient a eu un accident, il faut absolument penser, alors poser la question des circonstances. Quelqu'un qui est passager d'une moto, il y a forcément une indemnisation qui sera possible par le conducteur. Quelqu'un qui est passager d'une voiture, pareil. Et quelqu'un qui est piéton, qui se fait percuter par une voiture, c'est pareil. Donc, très vite, on essaie de savoir s'il y aura une indemnisation et on leur met en place, on leur propose et on leur conseille de prendre un avocat qui va les aider à aller chercher la meilleure indemnisation possible. Pour nous, c'est intéressant parce que du coup, on va pouvoir utiliser du matériel et prescrire du matériel qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Par exemple, des lames de course. Et pour les prothèses totales de genoux ou toutes les fractures qui étaient fermées initialement, si pareil, il y a une infection sur matériel, on essaie de voir si c'est possible de leur mettre en place une indemnisation dans le cadre de la CCI,
et donc la commission de conciliation et d'indemnisation qui est là pour indemniser en cas d'infection nosocomiale notamment. Donc pareil, il y a de l'argent à les récupérer pour payer éventuellement du matériel et améliorer la qualité de vie des gens. Donc ce qu'on explique aux chirurgiens régulièrement, puisque ça tourne, c'est en général les chefs de clinique qui s'occupent de ce type d'amputation, c'est de faire un bon moignon, puisqu'un bon moignon, ça va être un appareillage confortable. L'appareillage confortable, c'est un patient qui va pouvoir marcher et qui aura une bonne qualité de vie, que ce soit vie personnelle, vie de loisir, reprise du travail, etc. Donc la règle absolue, c'est d'essayer de matelassser le moignon le mieux possible pour protéger les zones osseuses, bien positionner la cicatrice pour éviter les adhérences, d'essayer au maximum de garder le genou même si l'amputation est courte. Donc on voit par exemple sur cette radio-là, je ne sais pas si je peux faire bouger, que là, cette amputation n'a pas été super bien faite puisque le péroné est trop long, il devrait être beaucoup plus court, 2 cm plus court que le tibia. Et celui-là, sur le profil, on voit que l'angle a été coupé à l'angle droit et donc ça va faire une saillie sous la peau comme ça. Et si la peau est trop tendue à ce niveau-là, l'os va finir par passer à travers et on sera obligé de faire une reprise chirurgicale. Donc vraiment, demander aux chirurgiens de faire les meilleurs moyens possibles, sachant que l'amputation est souvent considérée comme l'échec de plein de choses et donc est souvent laissée à des gens qui n'ont pas forcément d'expérience. Pour pouvoir sélectionner les patients, pour savoir lesquels sont intéressants à prendre en rééducation, il faut les rencontrer. Donc moi, j'essaie de les voir tous les amputés du CHU, j'essaie de les voir pour poser des indications. Ceux qui sont dans les cliniques, j'essaie de les faire venir pour les voir en consultation. C'est hyper important de les voir, de discuter, de les interroger, de voir si l'état cognitif est compatible avec la bonne compréhension du chaussage, du déchaussage, de l'hygiène, etc. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a des bonnes capacités physiques? Et le test que nous on fait, c'est le test de verticalisation autonome sans prothèse, puisque, comme vous voyez dans les barres, là, ce monsieur, il a réussi avec les 2 barres parallèles à se mettre debout alors qu'il n'a qu'une seule jambe. Et ben, ces patients-là, ils arriveront à marcher, puisque pour marcher, il faut d'abord se mettre debout. Et la prothèse elle-même, elle n'aide pas trop à se mettre debout. Quelqu'un qui ne se met pas debout sans prothèse, il aura beaucoup de mal à se mettre debout avec prothèse, il ne marchera pas. Par contre, s'il discute bien, s'il se souvient de sa date d'intervention chirurgicale, de ce qui lui est arrivé, et s'il arrive à se mettre debout comme ça, en se tenant un dossier de chaise, par exemple, on sait qu'on aura un bon résultat, qui sera par ailleurs dépendant de son état général et du niveau d'amputation, mais on arrivera quand même à quelque chose. Des questions sur au fur et à mesure, on verra à la fin. On verra à la fin. Donc les modalités de l'hospitalisation, on a 2 possibilités chez nous, l'hospitalisation complète et l'hospitalisation à temps partiel. Donc, je suis hôpital de jour, en rééducation, normalement on dit hospitalisation à temps partiel. On est en train de réfléchir à des modalités de rééducation rééducation à domicile, en HAD, et pour l'instant ce n'est pas du tout opérationnel. L'idéal pour nous, c'est de prendre les patients pile au bon moment, c'est-à-dire quand l'état clinique le permet, donc quand la cicatrisation est à pied, ce qui est quand même rarement le cas. On a quand même très rarement des patients qui cicatrisent d'entrée de jeu sans aucun problème. Donc les patients pour lesquels on a une chirurgie programmée, on essaye de les prendre en entrée directe, en général une dizaine de jours en post-opératoire, le temps de voir si les prélèvements préopératoires ont poussé ou pas. Certains patients, en attendant d'avoir une place chez nous et de cicatriser, ils rentrent chez eux. Et puis sinon, on a des conventions, notamment avec les Lauriers, par exemple, qui est un soin de suite polyvalent, ou d'autres structures de soins de suite polyvalents qui peuvent nous prendre les patients en attendant que nous, on puisse les récupérer. Donc les particularités très médicales, évidemment, c'est d'accompagner la cicatrisation, c'est de gérer la douleur, donc, vérifier qu'il n'y ait pas des infections de moignon et de prendre en charge s'il y a une infection de moignon. Et puis par ailleurs, de gérer les comorbidités, parce qu'on a quand même beaucoup de patients qui sont artéritiques, diabétiques, vasculaires, et qui ont des comorbidités annexes qu'il faut évidemment prendre en charge. Donc, il y a une prise en charge de rééducation qui va être travaillée sur la récupération de la fonction de marche. Il y a un processus d'appareillage dont on va parler. Et puis, il y a toute une activité de réadaptation qui commence très tôt, quasiment au moment de l'entrée, pour essayer de compenser au maximum les limitations d'activité. C'est de redonner de l'autonomie aux gens et puis de compenser les désavantages sociaux et de leur permettre de reprendre une vie à peu près normale. Donc le projet du patient est évidemment à discuter en équipe avec le patient. Chaque fois qu'on fait une réunion de synthèse pluridisciplinaire, le patient est là, il fait venir son entourage si c'est nécessaire, et puis il nous explique son projet de vie que nous, on va décliner derrière dans un projet thérapeutique. Alors, parfois, il faut moduler un peu les attentes parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réalistes. Donc on se fixe des objectifs et puis on essaye de grimper progressivement sur nos ambitions. Le patient, lui, ce qu'il veut de toute façon, c'est se mettre debout, marcher pour être autonome. Donc l'autonomie, c'est quelque chose qui est très relatif, parce que les gens imaginent que sous prétexte qu'ils auront une prothèse et qu'ils se mettront debout,
ils arriveront à remarcher, ce qui n'est pas forcément, ils arriveront à être autonomes, ce qui n'est pas forcément vrai, puisque quelqu'un qui marche par exemple avec 2 cannes anglaises qui n'arrive pas à lâcher ses cannes, il n'est pas autonome pour mettre la table, pour transporter les choses. Donc, très vite, on leur fait comprendre que l'autonomie, elle passe aussi par l'utilisation d'un fauteuil roulant. Donc, hyper important de travailler avec les ergothérapeutes notamment, l'autonomie en fauteuil roulant, travailler les transferts en sécurité, et puis prévoir déjà un domicile dans lequel il y aura un fauteuil roulant, c'est-à-dire largeur de porte, est-ce qu'il y a des marches, pas de marche, etc. On travaille également sur la reprise de la conduite automobile, qui est un vrai facteur d'autonomie. Reprise du travail éventuellement pour les patients les plus jeunes, reprise du sport. Et donc ce projet de vie-là, ce projet thérapeutique, on a une réunion de synthèse obligatoire dans les 15 premiers jours qui suivent l'entrée pour bien poser les choses. Et puis ensuite, on fait une réunion tous les mois pour voir un peu où on en est et pour éventuellement réactualiser le projet et éventuellement se projeter sur une date de sortie. Donc, prise en charge prioritaire post-opératoire, ça c'est une prise en charge qui n'est pas du tout dépendante du centre de rééducation, c'est quelque chose qui devrait se faire très tôt dans les suites de la chirurgie, donc déjà au CHU dans les cliniques. Premièrement, lutter contre l'œdème, un peu comme quelqu'un qui a des varices, on met en place une contention. Donc, on a des bonnets élasto-compressifs spécifiques pour les moignons d'amputation. Et puis ensuite, on explique aux patients comment se positionner correctement pour éviter des rétractions. Et donc, le corps humain au membre inférieur, il se rétracte en flexion. Donc, ça veut dire que vous voyez sur la photo de gauche ici, on essaye pour les amputés tibiaux au maximum de leur mettre ce qu'on appelle un repose-moignon, pour les obliger à rester en extension quand ils sont posés. Et quand ils sont dans le lit, si possible, on leur interdit de mettre un oreiller sous le genou pour éviter de casser, de mettre le genou en flexion. On peut mettre un oreiller, mais plus sur la partie distale, pour à la fois avoir du proclive et à la fois avoir le genou en extension comme ça. Et les fémoraux, on a des bonnets spécifiques comme ça aussi. Il n'y a pas d'installation particulière au fauteuil. Par contre, quand ils sont au lit, on leur explique de ne pas mettre un coussin sous le moignon pour éviter de les mettre en flexion des hanches. L'idéal étant évidemment qu'un kiné très vite les prenne en charge pour leur expliquer tout ça, mettre en place la contention, vérifier qu'elle est bien supportée, bien mise, et puis leur expliquer comment s'installer et évidemment leur expliquer comment faire les transferts correctement, mettre les freins du fauteuil pour éviter les chutes. Donc la particularité des douleurs chez l'amputé, c'est évidemment les douleurs au niveau du membre résiduel, puisque normalement on ne dit plus un moignon maintenant, on dit un membre résiduel, et puis les douleurs fantômes. Donc les douleurs du moignon, du membre résiduel, elles sont de deux types, les douleurs post-opératoires nociceptives, qui sont liées à l'acte chirurgical, qui sont liées à une infection qui récidive, par exemple, qui se gèrent avec les traitements classiques, paracétamol niveau 2, niveau 3. Et puis il y a des douleurs spécifiques neurologiques du moignon, alors qui peuvent être localisées, qu'on appelle la lodynie, qui ont une prise en charge particulière, qui peuvent être diffuses au niveau du moignon, et puis ensuite il y a les douleurs fantômes, qui sont donc des sensations et des douleurs ressenties au niveau du membre qui est absent. Donc la totalité de ces prises en charge, évidemment, elles ne sont pas uniques, c'est l'ensemble, l'association de plusieurs prises en charge qui finalement permet aux patients d'être soulagés. Il y a à la fois des mesures psychologiques, le fait de les mettre dans une activité de rééducation, de les projeter sur un appareillage, sur un nouveau projet de vie. Tout ça, ça contribue au fait d'améliorer les choses. Et puis, on a évidemment l'utilisation de thérapeutiques quand c'est nécessaire. Donc, les 3 paliers que vous connaissez. Et puis, en traitement médicamenteux pour les douleurs neurologiques ou diffuses ou membres fantômes, on se base sur les recommandations de la Société française de 2019 que je vous ai rapportées ici. Donc, les douleurs localisées à l'odynie, en première ligne, le Versatis et le TENS. En deuxième ligne, le Qutenza, que nous, on ne fait pas dans l'établissement, donc on demande au CHU de le faire. La toxine botulique, éventuellement en sous-épidermique, ça, on ne le fait pas non plus. Et puis, pour les douleurs neuro plus classiques, normalement, c'est plutôt Cymbalta, Effexor, Neurontin, Laroxyl en première ligne. Et je ne sais pas pourquoi, tous les patients au CHU sont sous Lyrica, qui normalement est plutôt utilisé en deuxième ligne. Donc ça, il faudra voir un jour si on arrive à faire changer un peu les habitudes. Mais dans l'idéal, nous, celui qu'on utilise le plus, c'est la gabapentine, qui est plutôt bien supportée. Et puis, on a une marge de progression pour l'augmenter progressivement qui est intéressante. Bon, ils arrivent tous sous Lyrica, donc en général, on les laisse sous Lyrica et puis on voit un peu comment ça évolue. Et tous ces traitements-là, donc deuxième ligne, prégabaline, tramadol et puis éventuellement les associations. Troisième ligne, la stimulation magnétique transcrânienne, la stimulation médulaire postérieure. Voilà. Quand on est un peu dépassé, en général, quand les 2 premières lignes ne fonctionnent pas, on fait appel à une unité de traitement de la douleur, mais c'est quand même assez rare. Et puis, au maximum, on demande à nos kinés de faire des thérapeutiques non médicamenteuses, qui marchent très bien sur les douleurs neurologiques, dont les douleurs fantômes, qui sont donc le TENS, une neurostimulation transcutanée, la thérapie miroir, qui marche très bien aussi, et de plus en plus,
Et ben, l'hypnose, on a de plus en plus d'agents qui sont formés à l'hypnose et donc on essaie de l'utiliser le plus possible. Donc la douleur, il faut l'évaluer systématiquement à l'entrée, puis l'évaluer ensuite systématiquement très régulièrement pendant le séjour. C'est très important parce que d'une manière générale, les douleurs, c'est quelque chose qui s'atténue progressivement avec le temps de façon tout à fait naturelle. Donc ça ne sert à rien de laisser les patients trop longtemps avec ces différentes thérapeutiques. Donc quand un patient dit qu'il a plus mal, ben, on lui propose de commencer à baisser un des traitements qui est en place et puis on baisse très très progressivement. Bon, si les douleurs reviennent, on sait que c'est le traitement qui est efficace et à ce moment-là, on revient en arrière. Et si les douleurs ne reviennent pas, ben, on finit par sevrer définitivement les patients de leur traitement. Donc ça, c'est un appareil de neurostimulation transcutanée. C'est un petit boîtier comme ça. Il y a deux sorties sur lesquelles on peut mettre 2 électrodes chacune. Donc on a des patients qu'on peut brancher à 4 électrodes. Et puis ça va délivrer un petit courant qui va venir faire une stimulation sur la sensibilité de surface pour essayer de bloquer un peu le message douloureux. Il n'y a pas de protocole particulier. Nous, on montre aux patients comment ça marche et ensuite on le laisse en chambre. C'est un appareil qui est en location pour 3 mois minimum. Et c'est les patients qui, à la fin, finissent par trouver leur propre protocole. Donc, il y en a qui en mettent un peu le matin, un peu le soir. Il y en a qui en mettent que le soir devant la télé. Voilà, la seule règle qu'on leur explique, c'est d'éviter de s'endormir avec. Ça, c'est la thérapie miroir. Donc, l'idée, c'est d'essayer de leurrer le cerveau et de redonner au cerveau l'illusion que, vous voyez, cette dame, elle avait une amputation tibiale à gauche. Donc, le moignon est caché derrière le miroir. Elle a son visage qui est côté droit avec la jambe droite qui est ici, et la jambe droite qui se reflète dans le miroir redevient une jambe gauche. En fait, on donne l'illusion au cerveau qu'il y a de nouveau une jambe gauche. Ensuite, ça va faire des mouvements assez amples, assez lents au niveau de cette jambe droite. Et donc, le cerveau va voir qu'il y a 2 jambes qui bougent. Ça va réactiver des zones motrices au niveau du cerveau qui étaient déafférentées puisqu'elles n'avaient plus de zones à innerver. Et ça peut être assez efficace. Alors, ça ne marche pas systématiquement, mais quand ça marche, c'est intéressant parce que les patients, très rapidement, sont autonomes pour faire leur séance, peuvent le faire éventuellement chez eux aussi, et ça n'a pas d'effet secondaire. Alors, les infections de moignons, donc c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Je suis très content de travailler avec le service ici parce qu'on se rend des coups de main dans les deux sens et c'est parfait. Donc, c'est d'autant plus fréquent que l'amputation a été faite dans un contexte infectieux. Donc, c'est une suspicion clinique toujours. Quand il y a un retard de cicatrisation, il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi. Est-ce que ce n'est pas une infection qui évolue en profondeur qui gêne la cicatrisation? Donc, le cas classique, c'est la fistule, c'est-à-dire que tout est cicatrisé, mais il reste un point. Parfois, les infirmières ou les patients, quand ils sont à domicile, me disent il y a encore un petit bourgeon, donc l'infirmière, elle met du nitrate d'argent dessus, mais ça ne passe pas. Il faut toujours se méfier de ces petits bourgeons qui traînent sur des cicatrices. Il y a des patients qui ne cicatrisent pas alors que ça devrait se fermer. C'est le plus souvent, il y a une fistule, il y a une infection en profondeur qui est fistulisée à la peau. La peau, elle réagit en faisant cette espèce de petits bourgeon comme ça, qui n'est pas du tout un bourgeon de cicatrisation. Quand on le touche, il se met à saigner très vite. Donc, il faut aller chercher les fistules, il faut aller chercher les contacts osseux, il faut aller chercher les signes inflammatoires. Alors, parfois, c'est évident, quand on a un défaut de cicatrisation comme ça, avec une plaie qui est très inflammatoire, on voit bien que c'est infecté. Tous les tissus sont infectés, ça ne sert à rien d'attendre. Il faut retourner voir le chirurgien, faire une reprise chirurgicale à ce niveau-là, refaire les prélèvements et mettre en place une antibiothérapie adaptée. Là où c'est plus subtil, c'est des patients comme celui-là qui cicatrisent totalement, mais sur la cicatrice, il y a une petite zone qui coule comme ici, ou ici, parfaitement cicatrisé, mais là, on voit il y a un petit bourgeon, ou celui-là, petit bourgeon. Donc l'infirmière vous dit, je vais mettre du nitrate d'argent, je vais mettre des corticoïdes, et en fait, pas du tout. On prend le cathé, parce qu'on utilise beaucoup de cathé veineux périphérique, et on va chercher les fistules, on va chercher les contacts osseux, on va presser un peu, puis on voit parfois qu'il y a du liquide qui coule. Donc là, on a sur ces 3 patients-là, on avait une vraie suspicion clinique. Donc l'objectif derrière ça, c'est 2 choses. J'y arrive. C'est quelle est la bactérie en cause et quelle est la profondeur de l'atteinte. Tout ça, ça va permettre d'adapter la stratégie thérapeutique. Donc le diagnostic bactériologique, c'est très important pour éventuellement après orienter le choix de l'antibiothérapie. Donc, quand on a une fistule de ce type-là, le protocole qu'on a mis en place, c'est de faire des prélèvements au cathéter, donc 3 jours d'affilée. Donc, ça veut dire qu'on fait une désinfection bétadine 4 temps en surface. Ensuite, on passe le cathéter. Si on n'arrive pas à prélever, on va pousser un petit peu de sérum physiologique qu'on réaspire derrière, et puis on le met dans un flacon à hémoc, et on le fait 3 fois d'affilée à 24 heures d'intervalle. Et on complète ça avec évidemment les radios standards, déjà pour voir un peu la profondeur de l'atteinte, et puis par une échographie en précisant qu'éventuellement, s'il y a une collection, il faut la ponctionner.
Quand c'est très ouvert, l'idéal, c'est de faire à ce moment-là des biopsies chirurgicales, comme on trouve des exemples. Donc, les germes qu'on trouve le plus souvent, c'est du staph dans 60% des cas, bacille gram négatif 35% des cas, et puis il y a un seul germe dans 3 quarts des cas, plusieurs germes dans un quart des cas, et les staphs sont souvent résistants. Donc, une fois qu'on a la bactérie, ça prend un petit peu de temps. Derrière, il faut savoir quelle est la profondeur de l'atteinte. Est-ce qu'on est sur une infection de parthymole? Est-ce qu'on est sur une infection osseuse? Radio standard systématiquement, évidemment, pas de signe radiologique si l'infection est trop précoce. On fait une fistulographie et un fistuloscanner si on peut. Alors, le fistulographie, on le faisait à l'époque, ça allait très vite parce qu'on pouvait le faire dans notre service. On avait un manip radio qui faisait ça. Maintenant, on n'en a plus, donc on demande un fistuloscanner. Il faut faire attention à ne pas faire le fistuloscanner ou la fistulographie ou la ponction sous écho avant d'avoir fait pardon, je reprends. Il faut absolument avoir fait tous les prélèvements bactériologiques avant de faire les examens avec des produits de contraste. Parce que je me souviens à l'époque, Hervé m'avait dit que c'était plutôt bactéricide. Donc si on fait une fistulographie, derrière on fait un prélèvement au KT, on risque de rien trouver. Donc, vraiment, on fait tous les prélèvements bactériaux d'abord, et ensuite on fait les fistulos, soit graphie simple, soit scanner. IRM en général, pas souvent, parce qu'on a des délais de rendez-vous de scanner qui sont plus rapides. En général, on ne fait pas de scintille parce que ce sont des infections qui apparaissent quand même assez précocement en post-opératoire. Donc la scintille fixe de façon arbitraire, donc on ne fait des scintilles que si on est à plus de 6 mois et s'il n'y a pas eu de reprise chirurgicale dans l'intervalle. La biologie, on la fait systématiquement aussi, elle ne nous aide pas des masses. On a parfois une petite TRP, mais enfin, ce n'est pas là-dessus qu'on fait le diagnostic d'infection. Quand on fait la radio standard, ben, parfois on a la surprise de trouver ce genre de choses. Hein. On a une ostéite tibiale distale avec un séquestre qui s'est déjà détaché de la partie distale. Donc là, le diagnostic il est évident. La fistulographie simple, ben, quand on a ça, on sait qu'on est sur une infection de parthymole. Donc si on a les germes, si on a des germes cohérents et qu'on a ça, ben, on va traiter plutôt 4 semaines sur une infection de parthymole. Par contre, ici, on est sur une ostéite. Et si on n'a pas les germes, il faut faire une reprise chirurgicale. Si on a les germes, on peut se poser la question d'essayer de faire un traitement médicamenteux seul d'abord. Donc voilà l'algorithme. Hein. Si l'embryon est fermé, le meilleur examen, c'est échographie-ponction. On ne fait quasiment jamais de scanner, de ponction sous scanner. Quand on a des fistules, on le fait au KT et ensuite on complète avec un examen complémentaire pour voir la profondeur de la fistule. Et quand on a un moignon très ouvert avec un contact osseux, ben dans ces cas-là, on demande au chirurgien de faire des biopsies chirurgicales. Quand on est à peu près sûr d'une infection de parthymole, en général, c'est 4 semaines d'antibiothérapie, sauf s'il y a un trop gros magma. Je me souviens que c'était à peu près 3-4 cm. Au-delà de ça, l'antibiotique ne marche pas. Donc, si c'est trop gros, trop pougnac, on fait une chirurgie d'excision. Quand il y a une ostéite, si on arrive à avoir correctement un germe, on essaye de traiter, mais souvent, la zone osseuse est quand même très exposée. On se dit qu'on n'aura pas de cicatrisation ou une très mauvaise cicatrisation. Et donc, souvent, on demande au chirurgien de raccourcir l'os en plus de ces biopsies pour pouvoir refermer ensuite les tissus mous correctement. Et une fois que ça s'est fait en place, ben, il y en a une surveillance clinique et biologique et radiologique qui dure longtemps. Et en général, ça se fait à l'hôpital le jour aussi, au 4e. Donc, sur l'appareillage, je vais vous parler un petit peu de prothèse. Hein, donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la prothèse, son intérêt principal, c'est de remettre de la longueur, hein, puisque les patients ont été raccourcis par l'amputation. Il n'y a plus de symétrie dans la longueur des membres, donc la prothèse, elle est là surtout pour remettre de la longueur. Et donc, comme cahier des charges, eh ben, il faut qu'elle ait et la bonne longueur et un système d'accroche qui fait que quand on est en phase oscillante, qu'on avance la prothèse, eh ben, elle ne se détache pas. Et puis, il faut qu'elle ait une conception biomécanique qui fait que quand on est en phase d'appui, eh ben, on est à peu près confortable, alors même qu'il n'y a plus de voûte plantaire qui est là pour amortir. Donc, voilà comment ça se présente, une prothèse. Hein. Il y a ce qu'on appelle la partie du haut qui est faite sur mesure sur les dimensions du moignon qu'on appelle l'emboîture. En dessous, donc, il y a des systèmes de liaison avec les tubes en général, et puis ensuite, il y a des pieds. Donc, il y a des pieds qui sont plus ou moins performants, qui sont plus ou moins morphologiques. Ça, c'est le pied en bois très basique qu'on met chez les gens très âgés pour lesquels on a assez peu d'ambition. Et puis ça, ce sont les pieds à restitution d'énergie qui sont des lames en carbone. Et que quand on marche dessus, ben, la lame se tord, elle emmagasine de l'énergie et elle repousse le patient en fin de pas pour lui donner un petit peu plus d'énergie. Donc le principe de ces prothèses, hein, c'est la longueur. Donc la longueur, elle se gère entre la hauteur du pied, la longueur du tube et la longueur du moignon. Donc souvent, les chirurgiens nous demandent quelle est la meilleure longueur pour un moignon. Ben, en fait,
Ça va dépendre de la taille du patient, puisque ce qui nous compte aussi, nous, c'est qu'on ait la place en dessous du moignon. Donc, quelqu'un qui est très long, on peut lui faire un moignon long. Quelqu'un qui est très grand, pardon, on peut lui faire un moignon plus long parce qu'on aura de la place dessous. Quelqu'un qui est très petit, il ne faut pas hésiter à faire un moignon un petit peu plus petit pour avoir la place de mettre ce type de matériel dessus. Donc, de la longueur, du confort, avec une conception biomécanique qui fait que l'appui préférentiel va se faire plutôt ici sous le tendon sous-rotulien avec un contre-appui derrière, pour que les patients soient le plus possible suspendus entre ces deux zones pour éviter d'écraser au fond de la prothèse. Et puis un système d'accroche qui peut être par exemple ici, un système d'accroche avec une tige crantée qui vient se fixer au fond de l'emboîture. On décroche avec un petit bouton. Ça, c'est pour les prothèses tibiales. La fémorale, c'est pareil. Hein. On gère de la longueur, on gère une extrémité distale avec un pied, un tube. Là, ce qui change, évidemment, c'est qu'on met un genou prothétique. Donc là, il y a 36 000 sortes de genoux, 36 000 sortes de pieds. Mais la conception biomécanique de l'emboîture fémorale, c'est le même principe. On va venir chercher des zones d'appui plus proximales au niveau ischiatique avec un contre-appui antérieur pour essayer d'éviter que les patients viennent écraser au fond de leur prothèse. Ce qui est évidemment très douloureux et peut entraîner des blessures. Donc, très schématiquement, les prothèses, on commence nous toujours par faire ce qu'on appelle les prothèses provisoires pendant le séjour en rééducation, puis à la sortie, on fait des prothèses définitives. Je vais vous montrer un peu les différences. Ce type de prescription de matériel qu'on appelle le grand appareillage orthopédique ne peut être prescrit de première intention que par des médecins spécialisés autorisés, comme les pédiatres, les rhumatos, les médecins NPR, les chirurgicaux. Ces prothèses ne peuvent être fabriquées que par des orthoprothésistes diplômés d'un BTS qui est en 3 ans. Et puis, il faut que la prescription soit faite sur une ordonnance spéciale, qu'on appelle le CERFA, grand appareillage orthopédique, en n'utilisant que le matériel qui est sur la liste des produits et prestations remboursables. Cette prescription, elle va aller chez le prothésiste qui va faire un devis pour pouvoir faire ce qu'on appelle une demande d'entente préalable qui part ensuite au médecin conseil, puisque c'est soumis à entente préalable. Donc, si le médecin conseil est d'accord, par contre, là, on a un remboursement intégral à 100%, quel que soit le statut du patient, hein, qu'il soit à 100% ou pas, que ce soit un accident de travail ou pas, c'est toujours 100%. C'est lui, il n'y a jamais de mutuelle qui intervient. Il y a la règle de 2 prothèses pour les adultes, c'est-à-dire que les patients ont droit à 2 prothèses en même temps en bon état. Alors, elles peuvent être strictement identiques, elles peuvent être différentes. Par exemple, un patient qui a une prothèse pour vivre au quotidien avec une finition esthétique en mousse, et puis une prothèse pour aller dans l'eau qui n'aura pas de finition esthétique. Ensuite, il y a des règles de renouvellement, hein, en fonction des pièces du bas de jambe. Un pied dynamique de classe 3, c'est tous les 3 ans. Un genou électronique, c'est tous les 6 ans. Mais chaque prothèse, on peut les réparer en fonction des besoins. On peut changer l'emboîture, on peut changer le manchon, etc. Donc tout ça, c'est sur prescription. Et puis pour certains matériels très haut de gamme, comme les genoux électroniques, les pieds carbone, il faut respecter des critères de prescription. Par exemple, les genoux électroniques, il faut que les patients soient d'abord passés sur un genou mécanique, qu'ils aient validé des tests. Ensuite, on leur essaye un genou électronique pendant au moins 15 jours, et ensuite, ils doivent valider des tests de fin pour qu'on ait un remboursement sécu. Donc voilà le CERFA grand appareillage. Hein. Ça permet de prescrire notamment les corsets aussi, les chaussures orthopédiques, et puis on a bien ici les prothèses membres supérieurs, les prothèses membres inférieurs. Donc, est-ce qu'on est sur une prothèse provisoire parce qu'on n'a pas fini le processus de rééducation? Est-ce qu'on est sur une prothèse définitive? Est-ce qu'on est en renouvellement parce qu'on est arrivé, par exemple, aux 6 ans d'un genou électronique? Ou est-ce qu'on est en réparation parce qu'on veut simplement changer une partie de la prothèse? Ensuite, très important, bien faire le descriptif précis de l'appareillage ici. Et puis, sur le 3e volet de ce CERFA, on va justifier la prescription. Donc, je vous parlais de prothèse provisoire. Hein. Ici, c'est une prothèse provisoire. Nous, c'est la classique qu'on fait dans notre centre de rééducation. Il n'y a pas de finition esthétique autour du tube, comme ça, on peut facilement accéder aux visseries. Ici, pour faire des orientations de rotation, ici, pour faire des rotations de l'emboîture. Et on est sur une emboîture qui est en thermoplastique. Donc, c'est pas cher, c'est facile à retoucher, c'est facile à compenser, par opposition à cette prothèse-là qui est une prothèse définitive. Donc, le tube est habillé, donc c'est la même, hein, sauf qu'à l'intérieur, il y a un tube et il y a de la mousse autour pour faire joli. Donc, ensuite, le patient met sa chaussette, sa chaussure. Et l'emboîture, au lieu d'être en plastique, elle est en carbone. L'avantage du carbone, c'est que c'est très résistant, c'est très léger, mais par contre, c'est pas retouchable du tout. Donc, souvent, tous les prothésistes passent d'abord par une emboîture d'essai pour être sûr de leur conformation avant de faire la prothèse en carbone. Donc, je vous ai expliqué, hein, il y a 36 000 sortes de prothèses dans tous les sens. Il y a 2 grands principes d'accrochage pour ne pas perdre la prothèse. C'est soit un accrochage mécanique avec une tige crantée comme ça qui vient se clipser au fond de la prothèse et on appuie sur le bouton, comme vous voyez là, ou là, pour déclipser la prothèse.
ou cette prothèse-là, avec ce manchon accrochage ici. Et ensuite, il y a des systèmes à dépressurisation. Donc, c'est cette valve qui est ici, qu'on voit ici. Quand le patient rentre dedans, l'air sort par la valve, il ne peut pas revenir en arrière parce qu'il y a un système d'étanchéité. Et donc, quand le patient veut enlever sa prothèse, il est obligé d'appuyer sur le bouton ici pour faire rentrer de l'air ou de sortir carrément le bouchon pour faire rentrer de l'air. L'étanchéité, elle se fait soit avec un système de genouillère, comme ça, soit avec des collerettes qui sont fixées sur le manchon qui vont venir faire l'étanchéité à l'intérieur de l'emboîture ici. Donc ça, c'est pour les systèmes d'accroche. Et puis après, je vais vous expliquer différents types de pieds, différents types de genoux en fonction des capacités du patient. Donc, je vous ai expliqué que les prothèses, c'était jamais d'appui au bout du moignon, qu'on essayait d'aller chercher des appuis proximaux, soit au niveau du genou, soit au niveau de l'ischion. Il y a quelques exceptions qui sont la désarticulation de genou, l'amputation transgonale, comme ce patient-là, qui est une bonne amputation quand on peut la faire. Si on ne peut vraiment pas garder le tibia, on essaie de faire cette désarticulation, puisque l'avantage, c'est qu'on garde les deux condyles. Alors, normalement, il n'y a pas la rotule. On garde les deux condyles, donc on a un moignon sur lequel on peut venir s'appuyer, avec une prothèse qui reste très basse, qui ne va pas du tout chercher l'ischion. Et puis, il y a un seul chirurgien sur Bordeaux qui nous fait ça, qui est la désarticulation, l'amputation de Gritti. C'est un peu le même principe, sauf qu'on sectionne les condyles juste à cet endroit-là et on va fixer la rotule dessous. Donc, on vient recréer une zone d'appui à l'extrémité distale avec un petit raccourcissement plus. Alors que l'inconvénient de ces prothèses-là, c'est que le genou, il va plier là, alors que le genou physiologique, il va plier. Donc, ce n'est pas très joli sur le plan esthétique, mais par contre, c'est très bien sur le plan fonctionnel. Donc, quand on explique bien aux patients, il n'y en a aucun qui a refusé ce type d'amputation et en général, ils sont très contents. La deuxième possibilité pour essayer d'éviter d'avoir cette espèce de système d'emboîture, c'est l'osto-intégration. Donc, le principe, c'est de faire une première intervention chirurgicale dans laquelle on va mettre un implant à l'intérieur du fût tibial ou du fût fémoral. C'est un implant en titane. Cet implant, au bout de 3 à 6 mois, il va venir se mélanger avec l'os vrai. Et ensuite, on met un deuxième implant, qui est celui-là, qui va passer à l'extérieur. Et la prothèse va venir se visser sur cet implant. Et donc, on n'a pas du tout de système d'emboîture. C'est très confortable. On a une amplitude de hanche qui est tout à fait normale. Il y a quelques risques de casse matérielle ou d'infection, mais c'est une bonne intervention chirurgicale. Celle-là, ce type d'intervention d'osto-intégration, pour l'instant, n'est pas remboursée en France. Donc, il n'y a qu'une équipe sur Montpellier qui le fait, l'équipe du professeur Bertrand Marchand. Et c'est uniquement pour des gens qui ont les moyens de se la faire rembourser. Mais c'est autorisant. Donc, en parallèle du processus de rééducation de l'appareillage, je vous ai dit qu'il faut très vite commencer à réfléchir à ce qui va se passer à la sortie. On a des séjours qui sont plutôt longs, mais qui, globalement, sont quand même plutôt courts par rapport au délai de traitement d'un dossier par la DFH, etc. Donc, plus tôt on s'y prend, mieux c'est. L'objectif des patients, la plupart du temps, c'est de retourner en milieu de vie et en sécurité, et d'essayer au maximum de retrouver les habitudes de vie. Donc, le cahier des charges que nous, on se fixe, c'est de les rendre le plus autonomes possible en fauteuil roulant. On va considérer, quel que soit le patient qui ne sera pas variable, qui aura besoin de son fauteuil roulant tout le temps, il faut que son lieu de vie, dans l'idéal, soit adapté à une vie en fauteuil. Est-ce qu'il peut rentrer, sortir pour aller dans sa voiture, rentrer dans sa maison? Est-ce qu'il peut aller se coucher, faire sa toilette? Est-ce qu'il peut aller au WC? Est-ce qu'il peut faire sa cuisine, etc. S'il y a une prothèse et une reprise de marche, ça sera que du plus. Donc, les facteurs qu'on prend en compte en dehors du patient, c'est évidemment sa maison. Est-ce qu'il est propriétaire, locataire? Est-ce qu'il y a des marches, des escaliers? La qualité de vie de l'entourage, l'état de santé du conjoint notamment, et puis les moyens financiers, puisque les plus de 60 ans, je vais vous en parler, n'ont pas le droit à la prestation de compensation du handicap. Donc voilà tout ce qu'on fait globalement en réadaptation. C'est surtout le travail de l'assistante sociale et de l'ergothérapeute, avec, quand c'est nécessaire, ce qu'on appelle une visite à domicile. On va avec le patient chez lui, et puis on voit un peu les difficultés, on fait des propositions d'aménagement. Proposition d'aménagement du domicile, proposition de mise en place d'aide humaine quand c'est nécessaire, proposition de mise en place d'aide technique quand c'est nécessaire, des démarches administratives qui sont systématiquement obligatoires, je vais vous expliquer lesquelles. Donc, au niveau des aides humaines, ça dépend des ressources des personnes, ça dépend de leur niveau de dépendance, ça peut être aide ménagère, ça peut être des services de soins à domicile, ça peut être des portages de repas, ça peut être des passages infirmiers. Les aides techniques les plus classiques, c'est les barres d'appui dans la douche ou dans les WC. Dans les WC, sur élévateur WC, pour éviter de s'asseoir trop bas et d'avoir beaucoup de mal à se relever. Pour les patients qui n'arrivent pas du tout à accéder à leur WC, c'est la chaise garde-robe qu'on met dans la salle de bain. Pour les gens qui ont des baignoires, il vaut mieux une bonne baignoire avec une planche de bain qui se met en travers plutôt qu'une mauvaise douche.
Surtout les gens qui ont des baignoires, on leur dit gardez-la pour l'instant. L'idéal, évidemment, c'est la douche de plein pied, la douche à l'italienne. C'est rarement possible. Pour les gens qui ont des douches à l'italienne, pas hésiter à mettre en place un siège de douche. On prescrit systématiquement à tout le monde un fauteuil roulant manuel. Et pour un certain nombre de patients, on fait aussi des démarches pour avoir un fauteuil roulant électrique. Et sur le plan administratif, le dossier se fait au niveau de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, où on demande systématiquement une carte d'invalidité et une carte de stationnement. On appelle maintenant la carte mobilité inclusion invalidité, la carte mobilité inclusion stationnement. Quand il y a une amputation de membre inférieur, la carte stationnement elle est systématiquement accordée. Par contre, la carte d'invalidité, en général, elle est refusée parce qu'il faut que les patients soient quand même très très dépendants pour avoir la carte d'invalidité, donc plus de 80%. Et en général, on demande nous la carte d'invalidité, mais ils nous donnent la carte de priorité. Donc, permet aux gens de s'asseoir sur les places réservées dans les transports en commun et de passer devant tout le monde dans les files d'attente. Donc ça, c'est des dossiers MDPH, quel que soit l'âge, on le fait. Ensuite, on voit les possibilités de régularisation du permis de conduire. Et puis, pour les moins de 60 ans, on voit s'il y a besoin de mettre en place, de demander une PCH, donc prestation de compensation du handicap. Ça peut être une PCH aide humaine, c'est-à-dire un financement pour payer quelqu'un pour donner un coup de main. Ça peut être une PCH pour des aides techniques, donc par exemple, acheter une siège de douche, tout ce qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ça peut être une PCH aménagement de domicile ou une PCH aménagement de véhicule. Pour les plus de 60 ans qui ont besoin de prestations humaines, on demande à ce moment-là l'allocation personnalisée à l'autonomie. Donc il y a une vraie inégalité en fonction de l'âge, puisque les plus de 60 ans n'ont pas droit à la PCH, sauf s'ils étaient en activité professionnelle au moment de leurs 60 ans. Donc, pour la prise de la conduite automobile, pour les amputations tibiales, il est maintenant autorisé pour les patients qui font leur preuve d'utiliser la prothèse pour actionner les pédales. Donc, la plupart du temps, ça permet de reconduire des voitures en boîte manuelle. Donc, la procédure, c'est d'attendre que le patient ait sa prothèse et ensuite, on fait une évaluation de conduite avec un moniteur sur une boîte manuelle avec la prothèse, que ce soit à droite ou à gauche. Si le moniteur d'auto-école valide, il va faire un rapport et ensuite, le patient n'a plus qu'à faire une visite médicale, il vient avec son rapport et à ce moment-là, le médecin lui donne une aptitude médicale à la conduite sur boîte manuelle, donc classique. Il n'y a plus qu'à redemander un permis sur la NTS. Pour les patients, ça n'empêche pas les patients éventuellement de conduire une boîte automatique derrière. Mais au moins, ils ont un permis standard. Pour les patients fémorales, c'est plus compliqué puisqu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leur prothèse pour conduire, d'utiliser la prothèse pour actionner les pédales. Donc, le plus facile, c'est quand l'amputation est à gauche, puisque dans ces cas-là, ils font une visite médicale seule et ils ont une régularisation en boîte automatique. Si c'est amputation fémorale droite, c'est plus compliqué, puisqu'il faut faire une boîte auto et une inversion de pédale. Mettre la pédale d'accélérateur à gauche du frein et conduire avec le pied gauche. Dans ces cas-là, on fait la visite médicale d'abord. Ensuite, on demande de faire une évaluation de conduite. C'est le moniteur d'auto-école qui va dire combien d'heures de conduite il faut faire avant de régulariser avec l'inspecteur des permis de conduire. L'idéal étant derrière, ensuite, de signaler à l'assurance qu'on a ce type de régularisation, ne serait-ce que parce que ce sont des véhicules qui coûtent un peu plus cher. Et en général, il n'y a pas de surcoût lié à ce type de régularisation. Et évidemment, on pense à la carte de stationnement, qu'on appelle maintenant la carte mobilité inclusion stationnement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'idéal, c'est de voir les patients et de leur donner des informations la plus juste, le plus tôt possible, et si possible avant l'amputation. Il faut que le patient soit au bon endroit au bon moment, donc si possible, arriver à trouver une manière de gérer pour qu'il ne reste pas trop longtemps à l'hôpital, mais en même temps qu'il ne reste pas trop longtemps en rééducation, parce que par exemple, s'il y a 3 mois de cicatrisation, ça ne sert à rien qu'il soit en rééducation. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un chirurgien expert et qui va nous faire un bon moignon, ce d'autant plus qu'on veut essayer de travailler sur le positionnement des cicatrices, sur la prise en charge des névromes, avec des techniques particulières chirurgicales pour au moment de la section nerveuse, éviter que le névrome se forme trop près de la cicatrice et soit responsable de douleur. La cicatrisation physiologique se fait normalement en 15 jours. Donc, un patient qui n'est pas cicatrisé à 3, 4, 5 semaines, il faut commencer à se poser la question de savoir s'il n'y a pas une infection. Et quand on a une fistule avec un botryomycome, on est quasiment sûr du diagnostic. Et c'est là où c'est intéressant de mettre en place des protocoles pluridisciplinaires avec des services spécialisés. On va de notre côté faire les examens complémentaires, faire les prélèvements et ensuite prendre un avis médico-chirurgical sur la stratégie thérapeutique. Parce qu'en fonction des patients,
on ne fait pas forcément la même chose. Il y a des patients sur lesquels on sera agressif, on demandera au chirurgien d'y retourner. Il y en a d'autres où on se dit qu'il vaut mieux éviter la chirurgie. On essaie de faire un traitement médicamenteux, même si on est un peu à l'aveugle. Donc, les douleurs, c'est quelque chose de très, très fréquent. Il faut vraiment l'évaluer, en parler avec les patients, parce qu'une douleur fantôme, si vous n'avez pas prévenu le patient, ça lui fait bizarre et il n'ose pas en parler. Donc, vraiment poser des questions. Si possible, mettre en place des traitements non médicamenteux, donc la neurostimulation, l'hypnose, la relaxation, tout ce que vous voulez. À ce moment, le bénéfice-risque est bon. Le choix de l'appareillage de première mise, de deuxième mise se fait en concertation avec les kinés, les prothésistes, le patient et le médecin. En fonction de son projet, de ses capacités, on ne choisit pas le même matériel. Et on essaye au maximum de faire un contexte de vie qui sera adapté à une vie en fauteuil, même si les patients sont autonomes, parce que on n'est pas à l'abri que la prothèse un jour ait un défaut, que le patient il ait une blessure au moignon qui l'empêche de mettre sa prothèse. Dans ces cas-là, ils sont bien contents d'avoir un domicile qui est adapté à une vie en fauteuil. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Rémi. On a un petit peu de temps pour quelques questions. Je vois une question qui est arrivée sur le chat concernant le type de prothèse. Alors, je pense l'aspect mécanique de la prothèse. Les patients jeunes ou actifs sont-ils demandeurs de prothèses d'aspect peau PEAU ou mécanique, peut-être plus facilement accessible pour les réglages, les réparations? L'aspect esthétique est-il important pour eux? Ça, c'est une partie de la question. Et puis, il y a des questions autour de voilà, la chaleur, la transpiration. Est-ce que c'est un problème pour l'appareillage? Certains patients en bon état arrivent-ils à passer complètement du fauteuil avec une prothèse bien maîtrisée? Voilà, quel est le pronostic finalement? Une question assez large sur l'aspect esthétique, c'est vrai que c'est une problématique évidemment qu'ils ont tous. Mais le remboursement sécurité sociale des finitions esthétiques sont de toute façon très limités. Donc, ils font très vite avec le bloc de mousse, la chaussette par-dessus. Il n'y a pas grand-chose d'autre de plus remboursé par la sécurité sociale. Donc, tous les aspects, les prothèses très esthétiques qu'on voit dans les médias, etc., c'est des choses qui sont faites en impression 3D, machin, c'est pas du tout remboursé, non. Si les patients les veulent, ils sont obligés de se les payer. Donc, on a souvent des gens jeunes qui s'embêtent pas du tout avec la partie esthétique et qui sont simplement avec le tube et puis terminés. Ça, c'est sur la partie esthétique. Après, c'était quoi? Alors, les patients très jeunes, en général, ils arrivent à se passer du fauteuil roulant, oui. Si ce n'est que quand on se lève le matin, souvent, on n'a pas envie de mettre sa prothèse tout de suite pour aller se doucher, donc l'enlever dans la douche. Donc, soit on prend 2 cannes et on y va comme ça, soit on prend le fauteuil, on va se doucher, et ensuite, quand on s'habille, on met la prothèse et on part pour la journée. Et après, il y avait une autre question. Les patients qui transpirent. Les patients qui transpirent, donc oui. J'ai tendance à expliquer aux patients que la prothèse, c'est un peu comme des chaussures. Ça veut dire qu'on achète des chaussures neuves. Donc déjà, si elles sont trop petites, trop grandes, on va avoir mal. Donc ça ne va pas, il faut changer. Et puis ensuite, quand elles sont neuves, qu'elles vont bien, ça fait quand même un petit peu mal. Il faut s'habituer un certain temps. Ensuite, ça va aller pendant un certain temps. Et puis ensuite, ça va recommencer à se dégrader parce que le pied change de forme ou parce que la chaussure s'abîme. Donc l'appareillage, c'est un processus très régulier où ça ne va pas, on change sa prothèse, ça va mieux. Puis de nouveau, ça ne va pas, on change sa prothèse, ça va mieux. Donc c'est jamais un long fleuve tranquille. Et après, c'est le corps humain dans du plastique à l'intérieur d'une coque. Donc ça veut dire que l'été, les gens qui chauffent beaucoup parce qu'ils ont des activités professionnelles, du sport, et s'il fait très chaud dehors, forcément, ça transpire énormément. Donc la transpiration, c'est un vrai problème. Donc il y a des techniques avec des manchons qui deviennent plus ou moins chauds. Il y a des techniques où on met des petits bonnets en coton en dessous pour absorber une partie de la transpiration. Et puis nous, on utilise beaucoup de Botox. On fait des injections de Botox en sous-épidermique. On fait un nappage, 40 injections par moignon. On injecte 100 unités de Botox sur 40 points, juste sous l'épiderme, pour paralyser les fibres musculaires lisses qui font sortir la transpiration à l'extérieur. Donc on a un pool de patients qui revient tous les ans, 2 fois par an, pour faire des injections. Notamment là, avant l'été, c'est la catastrophe parce que tout le monde en veut. Et puis on garde ceux qu'on a déjà et on injecte des nouveaux patients. Donc on a un pool qui grossit de plus en plus. Et donc le Botox, ça marche très bien pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Le deuxième truc qu'on utilise, c'est les Tiaxil. C'est un spray. C'est du sel d'aluminium qu'on utilise normalement pour les pieds. C'est un spray. L'aluminium va venir boucher les pores de la peau et donc pour éviter que la transpiration sorte. C'est pas remboursé. Là, il faut en mettre tous les jours ou tous les 2 jours. Donc ça dépend des patients. Mais oui, c'est un vrai problème, la transpiration. Hyper intéressant.
Alors, il y a une autre question, je pense, tu as parlé de médicaments, là, et donc on a une question autour, avez-vous un pharmacien clinicien au sein de votre centre de médecine physique, de rééducation? Si oui, est-il impliqué dans le parcours ou dans ce type de parcours? C'est vrai que tu as parlé de beaucoup de dispositifs médicaux, de Je médicaments. ne sais pas ce que c'est qu'un pharmacien clinicien. Pharmacien. Nous avons obligatoirement un pharmacien Et dans un le centre. pharmacien, voilà. L'implication du pharmacien sur ton centre. Alors, sur la partie médicamenteuse, oui. Elle participe au livret du médicament, elle travaille avec le groupement d'achat d'Aquitaine comme le pharmacien d'ici pour négocier les prix. Sur le Botox, notamment pour les moignons, on est hors AMM, donc il a fallu que je travaille avec elle pour monter un dossier pour demander au médecin conseil de la Sécu l'autorisation de le faire hors AMM dans le centre, ce qu'on a eu. Sur l'appareillage, par contre, elle n'intervient pas du tout dans la gestion des DM d'appareillage. Elle gère les DM sondes urinaires, etc. Elle ne gère pas du tout les DM d'appareillage. Super, super. Il y avait une question sur la partie électronique, je ne me souviens plus. Alors, oui, autour des réglages, pour l'aspect mécanique, je pense que les personnes jeunes étaient-elles demandeurs, alors, soit de l'aspect esthétique, soit de l'aspect mécanique pour les réglages? Alors, les amputations transtibiales, de toute façon, il n'y a que du matériel mécanique. Donc, les pieds, c'est des pieds en carbone pour les gens très dynamiques, plus ou moins avec des amortisseurs, mais il n'y a absolument jamais d'électronique dans ces pieds, en tout cas dans ce qui est remboursé. Après, il y a des pieds électroniques qui existent, qu'on fait essayer à des gens qui ont des indemnisations. Quand il est responsable, on leur fait essayer des pieds électroniques pour voir si c'est bien ou pas, et à ce moment-là, c'est l'assurance qui paye. Ça peut marcher dans certains cas, mais c'est quand même des systèmes qui sont beaucoup moins réactifs qu'une lame carbone qui est très simple, on l'écrase et elle renvoie l'énergie derrière. Et c'est moins lourd qu'un pied électronique. Par contre, sur les genoux, pour les empilés de cuisses, on essaye au maximum d'amener les gens sur des genoux électroniques qui donnent quand même beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de fluidité pour descendre les escaliers, par exemple. Donc là, il y a des genoux électroniques qui sont remboursés par la sécurité sociale sur des critères précis. Et on essaye au maximum, effectivement, de les amener sur des genoux électroniques, mais très rarement sur les pieds. Super, super. Bon, on te remercie beaucoup, Rémi. Et puis, on va passer à la communication suivante, qui est un complément apporté par Hervé Dutronc. Est-ce qu'on peut avoir l'autonomie marche bien amputée ou ça c'est vraiment quelque chose qui complique quand on commence à amputer les deux côtés? Transtibial bilatéral, il marche plutôt bien. Alors ça dépend de l'état général, hein, mais